pour ce premier rendez-vous de l'année 2019, où nous continuons notre pérégrination en littérature et en journalisme. Et bizarrement ce soir, 2019 commence avec quelqu'un qui excelle dans les deux pratiques. Nous sommes très heureux d'accueillir Patrick Poivre d'Arvor, que je ne présenterai pas pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais je crois que chacun le connaît, et pourtant personne ne le connaît finalement, puisque au-delà de cette exposition médiatique hors norme qui a été la sienne pendant plus de 20 ans, le véritable homme se niche certainement dans la littérature, qui est son véritable berceau, celui qui l'a porté toute sa vie, celui dans lequel il a excellé, et celui dans lequel il se retrouve, je crois, enfin, il dira sans doute lui-même avec beaucoup de plaisir maintenant, que la télévision et le journalisme lui ont rendu un peu ce temps qu'il leur a beaucoup consacré. On est très heureux de le retrouver ici et de lancer cette nouvelle année de nos rencontres avec vous grâce à lui. Nous, c'est-à-dire nos partenaires du Centre culturel Leclerc et la mairie, bien entendu. Et je salue tous ceux qui concourent à la réussite de ces manifestations. Nous sommes heureux de ça parce qu'en recevant Patrick Poivre d'Arvor, on reçoit quelqu'un qui a le sens de la retenue, de l'élégance, ça se retrouve dans ses livres, dans son écriture, du mot juste aussi, et puis qui en même temps est quelqu'un qui est passionné par la nature humaine, les allées et venues du cœur et des élans divers. Et donc c'est cette matière qui est sans doute le matériau le plus précieux de la littérature, c'est celui qui nous attire beaucoup, c'est celui qui fait que nous sommes très heureux de vous souhaiter la bienvenue, et donc de remercier une fois de plus Olivier Meuli d'avoir été l'architecte talentueux de ces rencontres. Longue vie à 2019 et à toutes les rencontres qu'on va avoir. En tout cas, bienvenue, cher Patrick Poivre d'Arvor. Permettez qu'en matière de vœux, que je vous présente à tous et à toutes, je commence par des remerciements. D'abord, bien sûr, à la ville de Saint-Médard et au Centre culturel Leclerc pour la confiance dont ils persistent vaillamment à m'honorer. J'essaierai, comme d'habitude, de m'en montrer digne. Puis des vœux peut-être un peu particuliers à mon invité ce soir, que je suis évidemment très heureux et singulièrement heureux de recevoir, que nous sommes heureux de recevoir. Je sais que c'est également votre cas. Voilà, le nouveau livre de Patrick Poivre d'Arvor est sorti il y a quelques jours seulement. On va en revenir assez longuement. Ça s'intitule La vengeance du loup, aux éditions Grasset. Et vous imaginez bien que Patrick Poivre d'Arvor est un monsieur assez occupé, mais il a répondu très spontanément, très rapidement et tout à fait favorablement à l'invitation qui lui avait été faite. Je crois que c'est... On ouvre le bal pour ce livre-là, ici à Saint-Médard. Donc j'en suis particulièrement heureux. L'autre raison pour laquelle je suis heureux, les deux autres raisons en fait pour lesquelles je suis heureux de recevoir Patrick Poivre d'Arvor ce soir, d'abord il y a une raison peut-être un peu professionnelle, c'est que vous connaissez tous, moi aussi, la trajectoire professionnelle de cet homme, mais je peux vous dire que c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant et d'extrêmement attentif au journalisme et plus singulièrement aux journalistes. Dans un moment où parfois, vous le savez, c'est un métier qui est assez décrié, cette constance, cette fidélité que vous avez envers ce métier que je crois vous aimez passionnément, même si je crois que le cœur de vos passions vous dirige un peu plus vers le livre, ça sera l'objet de notre entretien ce soir. Cette constance, voilà, quand on se sent, quand on est jeune journaliste, qu'on commence dans le métier, il n'y a pas que vous, hein, on a reçu 2 fois déjà Jean-Claude Guibaud, c'est pareil, ça fait partie des choses qui permettent de grandir, permettent d'évoluer, donc soyez-en publiquement remerciés, cher Patrick Poivre d'Arvor. Puis la deuxième des choses, c'est que je ne reçois pas de journalistes ici, je ne reçois pas des gens dont le défi pour moi serait de parvenir à perturber leur emploi du temps, qui l'est déjà beaucoup. Nous ne recevons ici que des écrivains. Et je ne ferai pas d'injure de vous dire que vous en êtes un, mais je me permettrai de vous dire que je sais que vous en êtes un depuis le début. Alors j'avais l'âge que j'avais, j'avais 12-13 ans, lorsque j'ai lu votre premier livre, un roman.
Les enfants de l'aube, on va en parler. Ça devait être dans les années 79-80 et tout ça. Et c'est un livre absolument magnifique et c'est un livre absolument bouleversant. Et qui fait partie des livres qui m'ont donné envie de consacrer ma vie justement au fait d'en lire d'autres. Et en plus c'est un livre de passeur, c'est-à-dire quand on lit Les Enfants de l'Aube, on a envie de lire d'autres choses, on a envie de lire, je sais pas moi par exemple, peu de temps après j'ai lu La Montagne Magique et je ne suis pas persuadé, même si ça n'a pas forcément grand-chose à voir, mais je pense qu'il y avait un lien de cause à effet entre tout ça. Vous êtes un écrivain, je me suis amusé, enfin je ne sais pas si c'est un amusement un peu pervers, j'ai regardé sur un site qui s'appelle le site Electre aujourd'hui, en me disant, bon, il a beaucoup publié en fait, Patrick Poivre-d'Arvor, depuis 1979 et Les Enfants de l'Aube, et je crois que j'ai trouvé près de 80 entrées différentes. Pardon de ce coup de grâce que je vous assène dès le début du débat. Vous avez signé de votre nom 80, à peu près 80 livres. Donc, vous êtes non seulement un écrivain, mais vous êtes aussi, parmi les écrivains, un écrivant, et de cela, soyez-en remerciés aussi. Et il me semble, puisque j'ai parlé du premier livre, je vais dire deux mots quand même tout de suite du dernier, La Vengeance du Loup, qui est donc en librairie depuis quelques jours seulement, chez Grasset. Ce livre-là, s'il le fallait, moi c'est pas mon cas, et j'imagine vous non plus ici, est l'évidence même du fait que vous êtes un écrivain, puisque c'est un livre qui a réussi l'exploit d'être à la fois une grande fresque qui nous regarde tous, et je crois de manière un peu cachée, vous savez, Henry James parlait de motifs cachés dans le tapis, en même temps un livre très intime et très confessionnel, je ne sais pas si l'expression est la bonne. Donc en vous remerciant à nouveau, tout de suite, pardonnez ce petit laïus introductif, tout de suite une première question. Est-ce que je me trompe, entrons directement dans le vif du sujet, quand je dis que, quelles que soient vos passions sincères, durables, pérennes, pour votre métier par exemple, le cœur même de l'homme Patrick Poivre-d'Arvor, il est du côté de l'écriture et de la lecture? Alors bonjour à tous, d'abord bonsoir, content de vous voir ou de vous revoir. Je fais allusion à la petite bande très efficace de la librairie qui va justement s'occuper de ce livre. C'est vrai que j'ai commencé par ça. J'ai commencé par aimer les livres parce que j'étais tellement timide, tellement refermé sur moi-même, tellement sauvage, dans l'incapacité de nouer une quelconque relation avec qui que ce soit, que je me suis trouvé des amis. Alors ils étaient très commodes parce qu'ils n'étaient pas emmerdants, c'était les héros des livres que je lisais. Et j'ai commencé dans une solderie. Bon, il se trouve que j'avais sauté une classe, puis je suis de la fin de l'année, donc j'étais quand même... il y avait une vraie différence d'âge et de taille surtout entre moi et mes autres petits camarades. Et ma mère avait l'habitude de me remercier quand j'avais un bon carnet de notes. En ces temps-là, c'était tous les mois, par l'achat d'un Indien ou d'un cow-boy, parce que j'adorais les Indiens et les cow-boys. Et je crois qu'elle devait me donner 50 centimes de mémoire. Et un jour, en passant juste en face de chez nous, à Reims, je suis né là-bas, j'ai vu qu'il y avait justement un bouquiniste qui, sur ses étals, avait des livres de poche. Et ça coûtait 50 centimes. Et là, je me suis dit, plutôt que de m'acheter un Indien, je préférais les Indiens aux cow-boys. Et là, je vais peut-être tenter un livre. Et alors, j'ai vu en effet ces livres de poche qui étaient quand même pas... Bon, ils étaient un peu défraîchis, mais peu importe. Ça coûtait que 50 centimes. Et j'ai pris le numéro 1 de la collection, parce que je ne savais pas du tout par quel bout il fallait démarrer. Et je prends ce premier c'était Königsmarck de Saunier, de Pierre Benoît. Et puis j'étais emballé, ça m'a emporté dans des mondes inattendus. Et du coup, le lendemain, je suis allé prendre le numéro 2 puis le numéro 3. Puis là, je me suis rendu compte que ça devenait un peu ridicule, parce que ça n'avait aucun rapport les uns les autres. Mais c'était comme ça, moi, c'était ma découverte. Je veux avoir 11 ans, 10, 11, 12 ans. C'était vraiment... Et là, je suis parti sur la découverte d'un monde enchanté.
Et dans ce monde enchanté, il y avait en effet des auteurs, bon ça, ceux-là, je ne savais pas qu'ils existaient, qui ils étaient, tout ça, je l'ai appris plus tard, mais il y avait surtout des héros. Il y avait des héros et des sentiments. Et j'ai découvert à peu près tous les sentiments de la vie dans les livres. Ce qui fait que pendant longtemps, aujourd'hui encore, je crois, j'ai gardé une vision un peu romanesque des choses et parfois je suis encore un peu adolescent dans ma façon, et peut-être c'est ça qui me permet de garder une relative fraîcheur dans ma façon d'aborder les êtres et les sentiments qu'ils brassent ou qu'ils véhiculent. Et voilà, c'est donc tout ça a commencé par ça. Et en effet, ce premier livre, je l'ai écrit quand j'avais 17 ans, Les Enfants de l'Aube. Je l'ai publié beaucoup plus tard, je ne pensais pas un instant le publier, c'était pas dans mes intentions, c'est né d'une forme de quiproquo avec un éditeur qui avait lu une interview de moi et puis qui s'est dit bah oui, tiens, celui-là il a l'air d'aimer, est-ce qu'il n'a pas par hasard écrit quelque chose? Et puis ça a commencé, ça a formidablement bien marché, ça a ému une génération, parce que c'était par centaines de milliers d'exemplaires que ce livre a été vendu. Et donc c'est quand vous avez ce bonheur-là, tout d'un coup, non seulement vous pouvez coucher sur le papier des choses que vous avez vécues, et là en l'occurrence c'était des choses assez douloureuses, mais je les avais racontées de manière romanesque. Non seulement vous avez la possibilité de le faire, de l'écrire, mais en plus il y a des gens qui en écho vous répondent eh ben nous aussi, ou nous on t'aime, ou nous ça nous plaît, ou cette histoire c'est la nôtre, et ça c'est formidable. Parce que c'est ce que j'ai toujours pensé des livres. Les livres, il ne faut pas essayer de savoir ce qu'il y a derrière, parce que chacun se fait son opinion du livre. Le livre, à partir du moment où je l'ai offert, c'est sorti à peine il y a quelques jours en effet, je l'ai offert au public. Le public, il en fait ce qu'il en veut. L'auteur, voilà, il a juste voulu faire des choses, et puis après, chacun met la tête qu'il veut à ses auteurs. Donc pour moi, c'est très très important. Et pour terminer et répondre enfin de manière cursive à la question, oui, c'est vrai que la littérature reste pour moi encore beaucoup plus forte, malgré le poids de ce qu'a été mon métier, que le journalisme. Alors, d'abord une petite parenthèse, si vous permettez, sur Königsmarck, qui vient d'être édité dans une très jolie version par le livre de poche, une espèce de facsimilé de l'édition que vous avez, avec une très belle préface d'Olivier Guèze que nous avons reçu l'an dernier dans le cadre des conversations au carré. Vous disiez tout à l'heure à propos des Enfants de l'Aube, oui, mais je l'ai écrit de manière romanesque. Moi, j'ai l'impression que j'ai de vous, pour vous suivre de loin en loin, comme des millions de personnes par ailleurs, c'est que le romanesque vous constitue. D'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup quand vous dites oui, c'est pas tellement les auteurs, c'est les héros. Vous savez, il y a ce livre de Lermontov, Un héros de notre temps. Moi, j'ai l'impression que vous êtes constitutivement, vous vivez de manière romanesque, et comme un héros, pas forcément positif, hein, ça serait, mais c'est une volonté de donner, du coup, un souffle à une vie qui, si le romance n'était pas là, peut-être comme chacun d'entre nous, en manquerait. J'ai écrit il y a une vingtaine d'années un livre qui s'appelle Un héros de passage, justement. C'était le livre que j'avais écrit juste avant L'Irrésolu, puisque le héros du héros de passage était le père du héros de L'Irrésolu. Et L'Irrésolu m'avait valu le prix Interallié, ça m'avait rendu heureux et j'avais été content de raconter justement la province, comme on disait en ce temps-là, à travers justement des personnages qui y arrivaient de leur terre lointaine et qui montaient à la capitale, comme on disait aussi. Et le principe de l'héroïsme, oui, ça m'intéresse beaucoup pour des tas de raisons. D'abord parce que je crois qu'on a tous besoin de vivre avec des figures qui vous marquent et qui vous inspirent. Moi, personnellement, j'ai un regard un peu, non pas désabusé, parce que je suis vraiment tout sauf désabusé, mais un regard souvent attristé devant l'époque dans laquelle on vit, où tout se vaut,
où le ricanement est généralisé, où d'une manière générale, voilà, on met tout le monde dans le même sac. Et je trouve ça triste parce qu'en fait, l'époque, singulièrement celle-ci, mais toutes les époques ont besoin de héros. Donc il nous en manque aujourd'hui. On a bien vu l'émotion très forte qu'il y a eu il y a un an, quand un collègue de gendarmerie a pris la place d'une otage et s'est fait descendre par un terroriste. Voilà, l'époque, elle a besoin d'avoir des héros comme Arnaud Beltrame. Et je trouve ça important. Alors, c'est pas forcément des actes d'héroïsme comme celui-là, qui est l'héroïsme le plus absolu, le plus abouti. Mais ça peut être juste l'idée qu'on représente une certaine idée de la France ou de la culture ou de ce qu'on veut. Et malheureusement, aujourd'hui, l'élégance, les héros, les trucs comme ça paraît comme assez passéiste. Et tout le monde se balade avec un fer à repasser, et tout est aplati, tout se beau. Non, moi je pense, je sais qu'en ce qui me concerne, j'ai eu besoin de héros, et je pense qu'on a chacun besoin, les uns les autres, d'un héros qui est tapis en soi. Pourquoi? Parce que notre vie, non pas forcément que notre vie soit moins objectivement, elle est même certainement meilleure que celle de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, incontestablement. Mais il lui manque une pincée de sel, de poivre en ce qui me concerne aussi, éventuellement, d'épices, de ce que vous voulez, pour la réenchanter. Voilà, on a tous besoin que sa vie ne soit pas forcément romancée, romanesque, mais qu'elle soit quand même un peu, par procuration peut-être, un peu meilleure, un peu plus belle que celle qu'on a réellement. Un peu orchestrée. Alors, on va revenir sur tout ça, sur le lecteur que vous étiez, que vous êtes, que vous demeurez ô combien, y compris d'ailleurs pour des raisons professionnelles, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais tout le monde se souvient ici, encore aujourd'hui pour CNews, mais tout le travail que vous avez fait et que vous faites donc toujours autour de la promotion du livre, notamment à la télévision, c'est important, et à la radio également. Mais je voudrais en venir à ce livre-là qui concentre tout l'art poivrien, si vous m'autorisez le néologisme, La vengeance du loup, qui est un livre follement romanesque, qui emprunte parfois un certain nombre de codes narratifs, j'allais dire au feuilleton, j'espère que vous ne trouverez pas ça désobligeant ou quoi que ce soit, en tout cas dans mon esprit ça n'est pas. Et puis je l'ai dit, avec un climat et des échos dont je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils sont très intimes. Comment ça naît, un livre comme ça? Voilà, c'est votre, je ne sais pas combienième, 70e, 80e livre. Comment ça naît? Est-ce que ça naît avec un personnage? Ce que j'ai tendance à penser, peut-être le petit Charles qu'on découvre à l'âge de 12 ans et qu'on va suivre, bon, toute sa vie d'homme, enfin presque toute sa vie d'homme. Quelle est l'étincelle claudélienne qui peut donner naissance à un livre? Comment ça naît et comment ça grandit aussi? En l'occurrence, justement, je voulais parler de l'ambition, de l'héroïsme, bien sûr, parce que lui, ce petit Charles, il était comme moi à la même époque, il avait besoin d'avoir des héros. Il aimait Bonaparte à Brienne, dans cette école où il recevait des boules de neige, parce qu'il avait un accent épouvantable. Bon. Et, mine de rien, ça lui a donné une envie, c'est bizarre comme ça, mais il a voulu devenir président de la République. Alors, vous me direz qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas, il n'y a pas tant de gens qui se battent pour le devenir, mais il n'empêche qu'à chaque fois, vous avez remarqué à l'élection présidentielle, il y a quand même toujours beaucoup de monde, hein, et on est obligé de trouver des règles nouvelles pour empêcher qu'il y en ait encore plus. Donc, il veut devenir président de la République, et c'est sa passion. Et si j'ai voulu raconter cette histoire, c'est parce que justement, vous avez employé le mot qui convenait sur un genre que j'ai beaucoup aimé, 19e, qui était le feuilleton. Le feuilleton à la Alexandre Dumas, à la Balzac, à la Eugène Sue, à bien d'autres encore. Et
même ce feuilleton, parfois, des journalistes, ou en tout cas des romanciers qui travaillaient dans des journaux, allaient porter le soir même pour impression le lendemain, et qui après, dans la nuit, essayaient de trouver la suite possible du feuilleton. Et c'était souvent des immenses œuvres. On en a lu de très belles. Et moi, quand j'ai relu Illusion perdue, par exemple, ou Belle Amie, j'étais heureux. Alors j'ai voulu leur raconter ça de cette manière-là, et de manière un peu, alors feuilletonnée, plus moderne, bien sûr, mais comme l'idée de quelque chose qui peut s'adapter au cinéma ou à la télévision. Alors je disais comment ça naît, mais comment ça grandit, parce qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. Il faut maintenir, j'allais dire, une tension dramatique. C'est le cas là, les personnages interviennent les uns après les autres, ça s'appelle La vengeance du loup, mais en fait, peut-être ça aurait pu s'appeler La vengeance des loups, car il y en a deux, fondamentalement, dans cette histoire. Comment on... Voilà, est-ce qu'il y a des moments où on... Est-ce qu'il y a des moments où vous dites de découragement, maintenant vous commencez à être un auteur madré, mais vous dites non, je ne vais pas y arriver, ça ne marche pas, la musique n'est pas là. Je dis la musique d'ailleurs, dans votre cas c'est important. En l'occurrence, là mon seul souci c'est que j'avais deux idées, deux envies en même temps. Je voulais raconter une scène très particulière de l'Alger de 1942 et je voulais par ailleurs raconter cette histoire d'ambition. Et j'ai essayé de faire cohabiter, puis je crois que ça y est, j'ai trouvé le truc, mais ça n'a pas été sans mal au début, c'était compliqué, à tel point que le livre était un peu trop touffu et j'ai dû le couper en deux, ce qui fait que normalement il y a une suite que je suis en train d'écrire tout à l'heure, après vous avoir quitté, j'irai dans ma chambre d'hôtel et puis demain matin dans le TGV je continuerai encore. Et c'est la première fois que j'écris un livre en deux parties. Et ça va être vite parce que moi-même j'ai envie de savoir comment ça va se terminer. Et pour tout dire, je ne sais toujours pas. J'hésite entre deux fins possibles. En gros, c'est simple, vous avez le pitch, le petit garçon veut devenir président de la République, donc le problème est de savoir s'il va le devenir ou pas. Donc voilà, il y a les deux possibilités. Et mon cœur balance de temps en temps dans l'écriture. Et parce que c'est assez génial de se faire emporter par son héros. Quand j'entendais des auteurs me raconter ça sur mes émissions de télévision ou quand je les regardais, etc., je ne croyais pas un instant, je me dis ça c'est une affaîtrie pour nous faire croire que, etc. Et bien en fait, c'est pas vrai. Ça m'est arrivé dans au moins 3 ou 4 de mes romans, parce que vous parlez de l'ensemble de mes livres, mais sur les romans, il doit y avoir une petite vingtaine, à peu près. Dans 3 ou 4 de ces romans, je me suis laissé conduire vers une fin ou vers une intrigue que je n'avais pas imaginée au départ. Et ça, je trouve ça formidable. Alors, j'y reviens quand même. Est-ce qu'il y a des moments de découragement? Ou plus exactement, comment vous sentez que c'est bon? Vous avez trouvé le truc, vous avez trouvé, quand je dis c'est pas un truc, mais la musique, le rythme... Mais vous avez raison, parce que bon, sur la musique, ça parle beaucoup, souvent de la première phrase, incontestablement, et puis surtout de la perspective. D'où je parle. Est-ce que je parle de la voix de cet enfant de 12 ans? Est-ce que je suis très extérieur à ça? Est-ce que je parle de la position de sa mère ou de son père, etc. À partir du moment où vous savez d'où vous parlez, que vous avez quand même votre style à vous, que vous avez des références de certains maîtres, là en l'occurrence c'est vrai que ces gens dont je vous ai parlé tout à l'heure, bon, je les admire beaucoup. Balzac, quand j'étais jeune, ça m'embêtait très profondément. Et quand je dis ça m'embêtait, je suis très gentil parce que ça m'emmerdait puissamment. Et il se trouve que après, parce que peut-être qu'on nous oblige à le lire trop tôt, ou trop mal, je ne sais pas comment c'est. Mais après, j'ai été empli d'admiration pour ce personnage et pour ce qu'il a pu écrire. Et je parlais d'Illusion perdue, mais Splendeur et les courtisanes, c'est extraordinaire. Les scènes de la vie de province, on en parlait à l'instant. Donc c'est quand même vraiment
un grand bonhomme. Voilà. Donc, voilà, vous avez votre musique dans votre oreille, vous avez vos références, l'envie que vous auriez si vous étiez lecteur et pas juste écrivain, et puis ça part. Et le vrai problème, ça serait de ne plus avoir d'inspiration ou d'être sec ou d'être répétitif. Et bon, ça peut gagner tout le monde, mais quand un écrivain me parle de ça, de cette panne-là, je me mets vraiment à sa place et j'imagine ce qu'il peut ressentir. Donc vous ne connaissez pas l'angoisse de la page blanche? Non, non, non. Et là, mon problème, c'est le problème inverse, c'est que je ne peux pas m'empêcher de les noircir, ces pages blanches. Et je le fais vraiment, alors là, dans le sens le plus littéral du terme, puisque je ne tape même pas ni à la machine, ni à l'ordinateur, ni au traitement de texte, j'écris ça à la main. Donc, vous voyez, j'écris, et comme malheureusement la main ne va pas aussi vite que la pensée, de temps en temps ça s'embouteille, et c'est un peu compliqué, et donc il faut que je vais trop vite. Voilà. Je vais trop vite, mais bon, c'est comme ça. Il y en a qui sont très très lents, et qui prennent tout à fait leur temps, je les respecte tout autant. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de trouver des unités de mesure entre tous vos livres qui sont par nature différents. Je parle des romans là, hein, pour l'essentiel. Mais ça fait plusieurs fois que je vous entends dire le mot, que vous en parliez tout à l'heure en conférence de presse. Il y a une espèce de dialectique chez vous que je trouve très plaisante et qui s'inscrit dans une tradition un peu oubliée aujourd'hui. Une dialectique Paris-Province très importante. Je pense que ce serait une absurdité de faire de vous un écrivain régionaliste, mais une aussi grande absurdité que de faire de vous, quel que soit ce qu'on sait de votre carrière par ailleurs, un écrivain parisien. Il me semble que voilà, ça s'équilibre, que l'un mène à l'autre, et l'un répond à l'autre, l'un fait écho à l'autre de manière très forte. Et finalement, je ne parle pas de Paris là, je parle de la province comme on ne l'appelle plus, vous avez parfaitement raison. Finalement, c'est pas si fréquent dans le champ du paysage, comme on dit, littéraire français contemporain, cet attachement comme ça à cette dialectique-là. Alors, il y a beaucoup d'écrivains qui, en effet, écrivent de Saint-Germain-des-Prés, sur Saint-Germain-des-Prés, etc. Bon, ça peut être sympa, ça peut être exceptionnel parfois dans certains cas, et ça peut être très barbant souvent, parce que c'est le voyage autour de mon nombril, etc., et de mon milieu. Et bon, chacun fait comme il veut, comme il peut, il aime ce qu'il aime. Moi, je sais que ce que j'aime, c'est ça. J'ai écrit justement, là, il y a 3 nuits, des pages sur la province, justement dans le prochain livre, dans la suite donc, de ce livre. Et ces pages, j'essaie d'expliquer, d'abord ça m'énerve, aujourd'hui vous dites province, vous avez des regards réprobateurs, mais comment, la province, machin, alors les gens disent, il faut dire en région. Et alors, en région. Et puis alors maintenant, c'est la grande mode, qui évidemment nous est venue, comme d'habitude, des technocrates. J'espère que vous n'êtes pas technocrate, monsieur le maire. Vous êtes absous. La grande mode, c'est de dire les territoires. Alors maintenant, c'est les territoires. Donc on n'est pas de province, on n'est pas de région, on est des territoires. Ah là là, c'est bon, enfin peu importe. Il n'empêche qu'il y a une France qui est composée de 2 millions de Parisiens, de 12 millions d'habitants de la région parisienne, donc si vous comptez ces 2 millions, et de 54 millions de gens qui ne vivent pas à Paris. C'est comme ça. Il y a un rapport quand même de 1 à 5, il ne faut pas l'oublier. Donc, respect à la province, parce que la plupart du temps, on en est tous issus, y compris nous qui habitons Paris. Respect et considération. Et ça, c'est un sujet qui est beaucoup revenu dans les conversations ces derniers temps sur la crise que nous sommes en train de vivre. C'est très intéressant de voir qu'à un moment donné, Paris, dont c'est la tentation permanente à considérer qu'il pouvait ou qu'elle pouvait gouverner non seulement le monde, mais en plus la France,
Et donc, on n'a eu que commisération ou que regard un petit peu, je dirais, voilà, on est dans les temps du colbertisme triomphant, c'était déjà valable sous Louis XIV. Ça continue d'une certaine façon aujourd'hui parce que Colbert était Premier ministre, entre guillemets, il était aussi ministre des Finances. Aujourd'hui, on sait bien que ce qui gouverne notre pays, c'est le ministère des Finances. Donc c'est Bercy et tous les gens qui sont issus de Bercy pensent pour nous, et comme ceux-là, donc ils sont tous énarques, ils sont donc tous formidables. Et donc, puisque j'ai fait l'ENA, j'ai raison, et c'est comme ça qu'on prend une décision, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, et puis curieusement, à la sixième, sur des décisions qui d'ailleurs parfois peuvent être des décisions tout à fait mineures ou sembler mineures, il y a une rébellion de ce qu'on appelle la province. Alors après, on lui donne les mots qu'on veut, ou en ce moment la couleur qu'on veut, mais il n'empêche que à un moment donné, les gens se rebellent. Vous êtes gentils de penser pour nous, mais quand même, c'est 80 km/h, par exemple. Vous avez expérimenté, vous avez vu ce que ça vaut. Est-ce que ça vaut aussi bien sur une route rectiligne des Landes? Est-ce que ça vaut à Saint-Médard? Est-ce que ça vaut pareillement, etc. Ça nous est arrivé comme ça. On a tous envie qu'il n'y ait pas plus de morts sur la route, mais vous ne pouvez pas nous demander notre avis, vous ne pouvez pas demander l'avis même de nos maires, quand même, après tout, on les élue tous les 6 ans, c'est bien pour une raison, peut-être qu'ils peuvent avoir un avis aussi, etc., etc. Et c'est comme ça que les choses démarrent. C'est très intéressant de voir que finalement, vous avez une mesure qui peut paraître une mesure mineure, qui déclenche un dégât majeur. Derrière ça, il y en a eu d'autres, hein. Quelqu'un vous dit, ah bah tiens, on va passer... ah bah non, vous êtes au gasoil, c'est pas bien du tout ça. Ah bon, mais il y a 30 ans, on nous avait dit qu'au contraire, il fallait au gasoil. Ah oui, mais c'est fini maintenant. Donc on va vous taxer. Et là, les gens ils disent, mais on se fout de nous, quoi. Parce qu'on ne les interroge pas sur ces sujets. Ils sont des sujets, pourtant, de la vie quotidienne. Enfin, ce n'est pas extrêmement compliqué pour un pouvoir, quel qu'il soit, d'interroger ses citoyens sur ces sujets. Ils peuvent avoir des choses à dire. Alors certains, évidemment, le diront avec excès, mais il y en a d'autres qui le diront peut-être de manière mesurée. Donc, c'est ça la province. C'est aussi la capacité de dire, voilà, nous, on ne veut pas de votre vie excitée parisienne, on veut vivre bien, on veut être dans une commune comme Saint-Médard, où il y a à la fois beaucoup de verdure et aussi des zones plus densifiées pour la population. Voilà, c'est ça qui manque dans ce qui a toujours été beau en France, c'est-à-dire cette espèce de balancement permanent que nous connaissons, pas uniquement d'ailleurs entre la droite et la gauche, mais entre millions de battements de cœur. Et c'est pour ça que je trouve que nos gouvernants sont cités de nom particulièrement, enfin vous voyez à peu près à qui je fais allusion, seraient bien inspirés d'écouter ce qui remonte, notamment de la Gironde. Les Girondins, ça veut dire quelque chose, ça a voulu dire quelque chose en 89 et en 93, et ça va encore dire quelque chose. Alors, je ne voudrais pas que nous dérivions de notre petit débat vers le grand débat qui s'ouvre, et sur lequel on a très modeste contribution, mais qui est en relation avec le sujet. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un cahier de doléances qui était ouvert, donc vous êtes tout à fait invité à y amener votre écho. Permettez-moi de revenir quand même rapidement sur des questions directement liées à l'écriture, et notamment à propos de ce dernier livre, La Vengeance du loup. Est-ce que ce livre-là, vous auriez pu l'écrire, ou vous auriez pu l'écrire pareil, en tout cas, il y a 10 ans, il y a 20 ans? Ma question est celle de l'évolution, j'allais dire, technique. Pour deux raisons. D'abord, une raison... j'étais en plein dans le journalisme il y a encore 20 ans, je suis parti il y a 10 ans, 11 ans, du journal télévisé, donc ça m'aurait été difficile de parler, de dépeindre la manière dont je dépeins ce milieu en étant encore en plein exercice.
partir du moment où j'avais pris beaucoup de champ, je pouvais y arriver plus facilement. Et puis peut-être il y a le recul, en effet, l'expérience, des choses qui font que je regarde les choses un peu différemment. Ça m'intéresse beaucoup de voir ce que font mes confrères sans porter de jugement de valeur, mais je sais ce que j'aimais faire quand j'étais en journalisme de plein exercice. Et je sais ce que j'aimerais retrouver, ce que je ne retrouve pas toujours partout, dans la presse écrite, à la radio ou à la télévision. Alors moi, ce dont je suis sûr, c'est que ça vous était certainement difficile, j'y repense à propos de votre la précédente question, votre précédente réponse, pardon. Ça vous était certainement difficile quand vous étiez, comme vous dites, en plein exercice. Et quel exercice? C'est-à-dire la présentation du journal de 20 heures le plus écouté d'Europe, je crois, hein, quand même, pendant longtemps, qui impliquait, et on oublie trop souvent de dire que c'est le b.a.-ba du métier de journaliste, une certaine forme de neutralité. Et en même temps, je vous écoutais, et je me disais, bon, certes, il y a les romans, on va y revenir, mais cet homme-là est prêt pour le pamphlet, cet homme-là est prêt pour se lâcher un peu. Vous êtes tout à fait libre, là, maintenant. Oui, mais je vois bien ce qu'est ma nature profonde. Je reste quand même assez bienveillant. Et quand on veut écrire un pamphlet, il faut être profondément injuste. On part sur une idée, puis après on galope sur l'idée, et on s'accroche à un caractère de base, ou à une opposition, ou à une détestation de base, et ça je ne saurais pas faire. Moi j'aime, justement, si j'aime énormément votre région, c'est sans doute parce qu'elle se trouve justement sur le 45e parallèle. Vous êtes à égale distance du pôle et de l'équateur. Et au fond, bon, bien sûr, ça se ressent sur votre climat, mais ça se ressent aussi sur votre littérature, sur... c'est pas tout à fait par hasard que vous avez engendré Montaigne et Montesquieu. Et ces gens-là, c'est pas des excités de première, quoi. C'est quand même des gens qui prenaient du recul sur les choses, ce qui n'empêchait pas certains d'entre eux, d'ailleurs, en ce qui concerne Montaigne, de faire de la politique, parce qu'il a quand même été maire de Bordeaux. Et donc, ce que j'aime dans votre région, c'est justement que vous savez regarder, observer, balancer, nuancer, et ce sont des qualités qui sont formidables dans la vie, qui ne sont pas exceptionnelles pour écrire un pamphlet. Donc je crois que je ne serais pas super bon pour le pamphlet. Mais les coups de griffe, ça, jamais je ne m'en prive. J'ai fait ça avec des présidents de la République quand je les interviewais, qu'ils soient de droite ou de gauche. À chaque fois, je me suis pris des rafales de... On s'en souvient, et je crois qu'ils s'en souviennent également. Oui, ils s'en souviennent aussi. Bon, ben, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours éprouvé le besoin de dire ce que je pensais, d'essayer de le faire quand même d'une manière pas odieuse, mais ni partisane d'ailleurs, mais que les choses soient dites et soulignées. C'est ça qui m'intéresse. Alors, il y a un genre littéraire, pardon, je vous interroge sur ce que vous ne faites pas, je devrais peut-être vous interroger sur ce que vous faites, mais c'est une manière de dresser comme un portrait chinois. Il y a un genre littéraire qui fait pas mal florès en ce moment, en gros, ce qu'on appelle en bon français le non-fiction novel, c'est-à-dire le journalisme littéraire, si vous voulez. Est-ce que c'est quelque chose vers quoi vous pourriez aller Personnellement, en ce qui me concerne, ça ne m'intéresse pas plus que ça, parce que ce que j'aime, comme je vous l'ai dit depuis le début, parce que j'ai formé... Et vous aimez le reportage aussi, Patrick Ordova, vous oui, aimez je les sais horizons bien, lointains. mais j'aime le genre romanesque, ouais. et y compris dans le carnet de voyage. Il y en a beaucoup, c'est Chateaubriand, on n'est pas tout à fait sûr qu'il ait fait tout ce qu'il a dit avoir fait en Amérique du Nord. Hein. Bien sûr. Mais on ne retiendra pas le Chateaubriand journaliste, on retiendra le mémorialiste, on retiendra pas non plus le Chateaubriand politique, mais voilà, comme il a bien écrit à la fois sur sa vie, sur son enfance et sur les personnages qu'il a pu côtoyer. Donc moi je préfère plutôt ça.
Mais il n'empêche, je lis ce genre avec énormément de plaisir. Alors, on n'a pas le temps de parler de tous les livres, évidemment, puis je voudrais quand même céder la parole à votre public, qui, je suis sûr, a plein de questions à vous poser. Je ne peux pas ne pas vous parler, là aussi, techniquement, de cette suite de livres, ils sont 3, je crois, que vous avez consacré à la disparition de votre fille, Solène, qui marque, j'allais dire ontologiquement, une césure dans l'œuvre. Hein. Là, on n'est plus dans le romanesque, évidemment. Et en même temps, on est profondément dans quelque chose de profondément, dans un exercice profondément littéraire. Je voudrais savoir si vous, bon, c'est difficile pour vous certainement de le dire, mais d'un point de vue technique, d'un point de vue d'écrivain, ça marque, c'est vraiment une parenthèse, ou si ça a été presque une étape qui vous a amené vers autre chose, une autre façon d'écrire, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça a été important pour moi parce que j'ai écrit en effet sur la maladie de ma fille, un livre qui s'appelait Lettres à l'absente, et puis j'ai écrit juste après sa mort. C'est un livre magnifique, vous pourrez trouver là. Dans la semaine qui a suivi sa disparition, j'ai commencé à écrire un nouveau livre qui s'est appelé Elle n'était pas d'ici, que j'ai écrit en un mois à peine. Et donc, ça a eu beaucoup d'importance pour moi, en effet, à un moment qui n'était pas facile, parce que quand bon, il se trouve que je présentais le journal télévisé, il y avait beaucoup de flash qui m'étaient opposés, beaucoup de caméras, beaucoup de paparazzi, beaucoup de... Vous voyez, c'était pas un moment très difficile. Tout à l'heure, je parlais avec un de vos confrères du Sud-Ouest de ce moment. Moi, la surexposition, j'ai pas aimé ça du tout. Je préfère aujourd'hui cette lumière plus douce qui me va bien davantage. Mais à l'époque, j'ai même eu le droit à des réflexions. Comment un type qui présente le journal télévisé peut parler d'un drame intime? Comment toutes choses qui aujourd'hui sont complètement devenues banales, et tant mieux. Une de nos consoeurs dans la même collection que mon livre vient d'écrire un livre sur la manière dont elle est en train de perdre la vue et les angoisses qu'elle a. Elle s'appelle Elisabeth Klein. Bon, c'est beau, mais je vous assure qu'à l'époque, quand j'ai sorti mes premiers livres, j'avais eu le droit à des réflexions de ce milieu, qui n'est pas un milieu tendre, qui était parfois dur. Comment, je me souviens d'une femme qui était très importante, une papesse dans le monde des livres, qui disait mais comment je ne vais pas lire ça, enfin, genre ça, mon Dieu, je pince le nez. Et après, si j'en parle, c'est qu'après, elle s'est excusée, mais bien après, parce qu'entre-temps, elle l'avait lu. Mais l'idée, le préjugé, c'était qu'il ne fallait pas. Et donc, en effet, ça a dû changer mon regard sur les choses. Ça a beaucoup changé mon regard sur les êtres, puisque quand il vous arrive un drame, soit on coule, soit on est résilient, on tient le coup, et on se bat quand même beaucoup plus qu'avant. On est beaucoup plus dans le désir de jouissance de la vie, parce qu'on sait que par nature, elle est très très courte, elle vous file entre les mains. Et puis, on est, je crois, plus attentif aux autres, à tous les autres qui sont dans la difficulté. Vous voyez, sans faire à chaque fois des allusions à l'actualité que nous connaissons en ce moment, moi j'écoute tout ce qui se dit, tout ce qui les plaintes des uns et des autres, mais je continue aussi à essayer d'écouter les plaintes des invisibles, parce qu'il en reste des invisibles. Alors ceux-là, ils se retrouvent pas ensemble, ils sont pas autour de bras zéro, ils ont pas ils sont tout seuls, ils ont des difficultés, soit d'ordre du handicap ou psychiatrique ou dans les hôpitaux, et ça me touche très très profondément. Donc, et ce que j'ai fait avec la Maison de Solène, donc cet hôpital qui porte le nom de ma fille, ça je suis vraiment fier. Bon, si un jour je dois me souvenir de ce que j'ai fait, je me souviendrai peut-être des 10 000 journaux télévisés que j'ai présentés, ou des 60 ou 70 ou 80 livres que j'ai écrits, mais je me souviendrai beaucoup de ça, du fait
elle est peut-être pas morte pour rien, peut-être qu'il y a des tas de jeunes filles et de jeunes gens qui s'en sont sortis grâce à cet hôpital, grâce à la maison de Solène. Ça me rend heureux. Donc, le regard sur les êtres obligatoirement change quand il vous arrive un drame. J'y reviens, si vous le permettez. Ce dont vous pouvez être fier, me semble-t-il aussi, c'est d'être parvenu à écrire ces livres-là. Parce que c'est pas si simple. Il faut une question de distance au sujet, j'imagine, extrêmement douloureuse. Moi, oui. Je ne citerai personne parce que ça serait très indélicat, mais je sais des livres qui regardent directement des gens et qui sont ratés. On se dit, oh là là, c'est terrible, c'est raté. Et j'en connais d'autres, des réussis. Je pense au livre d'Olivier de Lamberterie que nous avons reçu pour ouvrir cette 4e saison des Conversations au carré. Voilà. Là, il y avait, pardon, hein, ça doit vous paraître si peu par rapport à votre drame le plus intime, mais qui ne nous regarde en rien, si ce n'est par la lecture, bien sûr. Là, il y avait un véritable enjeu littéraire aussi, quand même. Oui, mais vous avez parfaitement raison, c'est si peu et c'est beaucoup, parce que on ne doit pas écrire pour des raisons thérapeutiques, c'est pas un médicament qui va se faire délivrer dans une pharmacie. C'est un livre que vous partagez avec des gens. Alors, ça peut servir aux gens, ça aussi c'est très important. Des gens qui ont connu le même drame, ça peut leur servir. Et comme vous, j'ai beaucoup aimé le livre d'Olivia. Je pense que il faut quand même savoir qu'il s'agit d'une œuvre de littérature. Voilà. Et que c'est vrai qu'il n'y a rien de pire qu'un livre raté ou un livre faux sur un vrai drame ou une vraie douleur. Parce qu'on se dit, le pauvre, il a vécu, ou la pauvre, elle a vécu ceci ou cela, mais c'est pas bien retranscrit. Donc il faut trouver la distance, comme on la trouve, je sais pas. Il faut pas être dans le... faut pas se louper. Mais moi, je sais que l'état dans lequel j'ai écrit le 2e livre sur Solène, elle n'était pas d'ici, c'était un état somnambulesque. Vraiment, elle venait juste d'être enterrée, donc c'était quand même une chose qui... pourquoi j'ai pu l'écrire, sans doute pour me sauver aussi. Au départ, c'est un acte très égoïste. Et puis pour rester un peu plus longtemps avec elle. Et puis après, à un moment donné, on s'aperçoit qu'on écrit aussi pour les autres. Et il y a une forme de magie qui arrive au moment de la sortie en librairie, souvent, et qui est quelque chose d'unique. Alors, je parlais tout à l'heure de votre dialectique Paris-Province, mais elle se nourrit un peu comme chez Patrice Franceschi, qu'on a reçu l'an dernier, elle se nourrit aussi d'une appétence très forte vers les horizons lointains. Alors chez vous, il y a quelque chose que je trouve extrêmement agréable, c'est d'ailleurs le titre de ce livre, peut-être pas le plus connu sans vouloir être injurieux, mais qui est un livre formidable, je trouve, qui s'appelle Horizons lointains, justement, parce que ce sont à la fois les horizons de fait, mais le sous-titre c'est Mes voyages avec les écrivains, comme si la lecture, était, passez-moi l'expression, une agence de voyage qui resterait ouverte tout le temps. Ben oui, les quelques écrivains dont je parle, parce que c'est une collection, une galerie, c'est au fond comme une sorte de catalogue, en effet, catalogue d'agence de voyage, mais sauf que les guides, quel bonheur de les avoir avec soi. Et je les raconte, il y a des gens qui ont eu beaucoup d'importance pour moi, et qui peuvent vous prendre par la main, vous faire découvrir des univers, des mondes, la tolérance aussi, parce que ça c'est un des avantages formidables du voyage, c'est qu'on apprend à regarder les autres, on essaie d'être... on est très autocentrés les uns les autres, mais quand comme ça on regarde d'autres cultures, d'autres religions, d'autres que la sienne, je trouve que ça vous enrichit vraiment. Et ces écrivains-là m'ont beaucoup enrichi. Et les voyages, d'une manière générale, m'enrichissent. Et la lecture, toujours. Il y a une chose que j'aime bien chez vous, entre autres, c'est que j'ai l'impression que vous êtes demeuré non seulement le même petit lecteur de 12-13 ans,
Mais je ne suis pas sûr que vous ayez beaucoup changé d'écrivain entre-temps. Si, bien sûr, et déjà pour des raisons professionnelles, mais j'ai quand même l'impression qu'il ne vous en faudrait pas beaucoup pour vous renvoyer à Dumas, pour vous renvoyer à Balzac, pour vous renvoyer à Chateaubriand. Vous citiez tout à l'heure Lermontov, par exemple. J'adore la littérature russe. J'ai été accompagné par Tourgueniev, par Dostoïevski, par Tolstoï, par Gorky, par tous ces grands, ces géants de la littérature russe qui m'ont alors fait voyager dans un monde que je ne connaissais même pas. Mais après avoir lu tous ces gens, j'ai voulu aller voir leur pays. Et je me suis baladé en autostop, en Europe centrale. Le monde slave m'excitait beaucoup pour ça. Et puis après, je suis rentré, une fois que j'ai eu mon bac, j'ai fait Sciences Po, puis j'ai fait Langso. Au Langso, j'ai fait du russe, du serbo-croate, je ne vais pas dire ça, mais beaucoup servi dans la vie, du polonais, tout ça uniquement parce que j'avais aimé ces mondes-là. Donc là encore, merci la littérature. Ça pourrait être une utile conclusion, mais je vous rassure, c'est pas fini. Y a-t-il, je suis sûr qu'il y en a, des questions, des interventions dans la salle? L'eau n'est froide que pour le premier courageux, c'est vous, monsieur. Troisièmement. Tu parlais tout à l'heure de héros, et j'avais lu il y a quelques années une fresque que vous avez consacrée à l'aéronautique, et notamment à l'aéropostale, avec votre frère. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots? Alors, j'ai une passion totale, absolue pour ce monde. Ça peut vous parler, puisque ici, je sais qu'à Saint-Médard, il y a pas mal de gens qui travaillent pour l'aéronautique. Et moi, en l'occurrence, tout est né d'un rapport que j'avais avec mon grand-père. J'avais deux grands-pères, celui dont je parlais tout à l'heure, qui lui était d'origine auvergnate, et l'autre qui était très brillant et qui était colonel de l'armée de l'air et qui avait fait partie des premiers as pendant la Première Guerre mondiale. Donc il se trouve qu'il avait abattu pas mal d'ennemis, son destin m'impressionnait, et puis il me parlait, puis un jour il m'a parlé d'un garçon qu'il avait bien connu, qui était plus jeune que lui, qui était Antoine de Saint-Exupéry. Moi je découvre comme ça en l'écoutant, et puis un peu plus tard, je découvre une dame qui venait souvent voir mon grand-père et ma grand-mère, soit à Nice, soit à Monte-Carlo, qui était Consuelo de Saint-Exupéry, donc qui était la veuve d'Antoine de Saint-Exupéry. Et c'est elle qui, la première, m'a offert un livre de Saint-Ex, qui était pas n'importe lequel, c'est Le Petit Prince, et qui, la première, m'a appelé Mon Petit Prince, m'a envoyé des cartes postales avec ma tête. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais des petites boucles un peu partout, comme ça, blondes, et elle rajoutait une écharpe. Et donc, c'est évidemment, quand on a 7-8 ans, ça vous emballe d'être appelé Mon Petit Prince, surtout quand on a lu le livre. Et après, j'ai découvert toute l'œuvre de Saint-Ex. Et évidemment, je me suis mis à travailler sur son deuxième métier, parce qu'il n'était pas qu'écrivain, il était d'abord pilote. Et là, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Les Courriers de nuit, avec mon frère. Et puis, j'ai écrit là, tout récemment, il y a 2-3 ans, un livre qui s'appelle Saint-Exupéry, le cartable au souvenir. Moi, j'ai énormément de respect pour tous les gens qui volent, surtout ceux de cette époque, parce qu'ils décollaient, ils n'étaient pas sûrs de pouvoir atterrir, hein, et notamment à l'aéropostale, c'est inouï ce qu'ils ont fait en partant de Toulouse pour aller à Barcelone, puis à Malaga, puis à Tanger, puis à Rabat, Cap Juby, etc., à Dakar, traverser, se retrouver en Amérique du Sud. C'est formidable. Il y a eu énormément de morts parmi les mécaniciens et parmi les pilotes de l'époque. Et je suis toujours heureux en leur compagnie. Voilà. Y a-t-il... oui, monsieur au deuxième rang. Dites-moi si j'en oublie. Hein.
Et ça sera madame au dernier rang, tout là-haut, tout là-haut. Bonsoir. Bonsoir. Deux choses. Je voudrais que vous nous parliez du livre « Aimer, c'est agir ». Deuxième chose, nous avons été ensemble à l'Association internationale du livre de la paix de Bernard Benson. Vous avez fait un disque. Hein? Vous pouvez nous parler, je ne sais pas si c'est le lieu, mais parlez-nous de ce disque. Ça me fait plaisir. Oui, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas réécouté depuis l'époque, c'est-à-dire à mon avis une bonne trentaine d'années. Mais quand même, il voyait juste. Il voyait juste parce qu'au fond, c'était une vision un peu idéaliste de la vie, assez semblable à celle que je décrivais au début de mon entretien avec Olivier Moni. C'est vrai que voilà, il y avait des gens qui avaient des idéaux de liberté, de paix surtout, il y a bien des dirigeants qui seraient inspirés de travailler dans cette même direction. Et aimer, c'est agir, c'était ça. Je racontais mes engagements et en quoi c'était important de pouvoir transmettre à l'autre, aux autres, à ses enfants, bien sûr, à ses petits-enfants, ceci va de soi, mais après, aux autres. On a une expérience, et c'est bien de leur tendre la main et de leur dire, voilà ce que je sais, ce que je peux t'apprendre, et t'aider. C'est très beau. C'est pour ça que quand je vois arriver ce monde, qui est un monde quand même assez impitoyable, où on vous dit, alors machin, un jour, il n'y a plus de place pour les cheveux gris, comme ils les appellent, ou les cheveux blancs, je ne sais quoi, ou les seniors. C'est insupportable de mettre des mondes en opposition les uns les autres, alors qu'il y avait une disposition qui avait été prise il n'y a pas très longtemps qui me semblait aller dans le bon sens, c'est-à-dire que le senior qui encadre le junior, et voilà. Et moi je suis absolument persuadé que si dans la vie, comme ça, on marchait par binôme de cette manière, on irait beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Donc c'est idiot de partir de... Voilà, ça c'est encore des calculs comme ça qui nous sortent des algorithmes, mais qui sont des mauvais calculs. On en a besoin des autres, et donc aimer c'est agir, c'est une phrase de Victor Hugo, et je pense que voilà, quand on aime les autres, il faut agir. Moi, je fais ça modestement avec l'association Pour Solène ou avec l'UNICEF, dont je suis l'ambassadeur depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, ou avec des associations qui me touchent particulièrement, ou dans des cas particuliers, parce qu'il y a des gens qui essaient de me joindre et qui me parlent de leurs problèmes. On est un peu plus fier de soi le soir quand on se dit qu'on a aidé des gens. Voilà. C'est mieux que de ne s'occuper que de soi. Madame, tout à fait au fond. Bonsoir. Moi, j'aimerais vous parler d'un moment encore un peu plus reculé. C'était à peu près il y a une cinquantaine d'années. J'écoutais France Inter le samedi matin avec passion, parce qu'il me semble que vous faisiez un concours de reporter. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, parce que c'était absolument passionnant. Alors, merci de vous souvenir. En effet, alors c'était bien sur France Inter, mais c'était pas que le samedi matin, il y avait toute la semaine. Oui, mais nous on n'écoutait que le samedi matin. Voilà. Et donc, c'était un concours qui avait été mis en place par le patron de France Inter de l'époque, qui était un très grand monsieur de la radio, qui s'appelait Roland Dordain. Et il avait lancé un concours qui s'appelait Envoyé spécial. Moi, je ne voulais pas du tout être journaliste au départ. Moi, je voulais, comme je vous l'ai dit, être écrivain, diplomate. C'est pour ça que je faisais Sciences Po, pour ça que je faisais l'Orzo et compagnie. Et j'entends l'annonce de ce concours sur France Inter. Et donc, il s'agissait de faire le tour du monde. Bon, évidemment, c'est un peu excitant pour un jeune homme. Et on était quand même 2 000 à 3 000 à être candidats. Il y a eu une sélection sur dossier d'abord, puis ils en ont reçu, je sais pas, 200-300. Ils en ont gardé 34. Et on est parti
pendant 34 semaines pour raconter le monde tous les soirs de la semaine entre 18h et 19h sur France Inter. Et au terme de cette année-là, où on s'est beaucoup baladé, un jury a décidé d'en retenir 4 et de nous faire repartir à nouveau. Alors moi, je revenais de l'île Maurice et je suis reparti. J'ai eu la chance de faire partie de ces 4 finalistes et je suis reparti, cette fois-ci aux Philippines. Un nouveau jury se réunit avec des grands pontes de la presse de l'époque, Pierre Viançon-Ponté pour Le Monde, le patron du Figaro, Louis-Gabriel Robinet, Pierre Desgros, qui était un grand monsieur de la télévision, et ce jury a dit, ben voilà, le meilleur c'est, et c'est tombé sur moi. Et c'est comme ça que je suis devenu journaliste, parce que le but du concours était d'être engagé à France Inter. Et si je n'avais pas fait ce concours, je ne serais sans doute pas journaliste, je ne sais pas où je serais là pour l'instant, mais c'est la vie, comme ça. Et en plus, quand je suis arrivé, ça a duré très longtemps, la délibération finale, qui en effet était un samedi, ils étaient tous là, ils ont écouté les bandes, etc. Et puis, à un moment donné, on vient me chercher. Et j'étais avec mes 3 autres camarades. C'est un peu délicat comme moment, parce qu'on se dit que c'est quand même mieux d'être appelé, ou on ne sait jamais, peut-être qu'ils avaient une question à me poser. Et j'arrive là, et je ne sais pas trop quoi penser. Et à ce moment-là, il y en a 2 qui essaient de me choper dès l'entrée dans la salle et qui me disent « Oh là là, ne signez pas France Inter, venez au Monde ». Et l'autre, il me dit « Venez au Figaro ». Donc j'avais 3 propositions en une seconde, les 3 les plus prestigieuses qu'on peut imaginer quand on est journaliste, à part Sud-Ouest bien sûr. Et donc, quand je me suis retrouvé... Prends le nom de tous ceux qui ont ri. Dans cette situation-là, voilà. Donc, merci à cette émission, et donc merci aux auditrices qui s'en souviennent encore. Merci. Je vais céder la parole à Salima, mais juste une petite chose pour, en complément. Vous qui êtes, avant tout, je l'ai dit, un homme de l'écrit, vous n'avez pas été tenté d'aller vers l'écrit, justement, et de répondre favorablement? Alors, je l'ai fait d'une manière sporadique, de temps en temps. J'ai travaillé pour le Journal du Dimanche, où j'ai fait un portrait interview pendant au moins presque 7 ans, tous les dimanches, en page 2. J'ai travaillé pour Paris Match aussi, je faisais des portraits, des enquêtes. J'ai eu la chance de faire pour eux un tour du monde en train. J'ai fait 2 fois le tour du monde, et j'en ai fait un livre d'ailleurs, il ne pas pu m'empêcher. Les plus beaux trains de rêve avec Benoît Gisampère, qui était avec son appareil photo. Merveilleux photographe, qui nous a quittés il y a 2 ans. Et donc j'étais super heureux, je peux vous dire, grâce à ça. Et puis des chroniques que j'évoquais avec vous, des choses que j'ai faites dans 10 matins, dans Marie-France, dans d'autres endroits. Mais je n'ai jamais été ancré dans un journal. Vanessa Dumas. Oui, alors le journaliste est dans le factuel, dans l'action, dans l'immédiateté, et l'écrivain est plutôt dans l'imaginaire, avec un temps différent. Même si vous embouteillez entre votre main et votre esprit, il y a quand même une lenteur. Quel est votre métier préféré? J'ai souvent l'habitude de dire que le journalisme, c'est une activité de jour, comme son nom l'indique, et que pour moi, l'écriture, c'est beaucoup la nuit. Alors, je préfère la nuit au jour. Je suis heureux avec ce monde-là. Il n'empêche que j'adore ce métier, j'ai essayé de le faire le mieux possible. Je ne suis pas fou totalement du milieu. Je peux le dire de mon confrère. Le milieu, parfois, je le trouve un peu racorni, un peu avec des rancœurs ou des a priori. Ça, j'aime pas trop. Mais sinon, le métier, il est magnifique. Pour moi, ce métier, c'est lui qui m'a permis tout ça, qui m'a permis de faire tous ces voyages, qui m'a permis de rencontrer tous ces écrivains. Je dois le remercier tous les jours. C'est un métier magnifique. Mais il n'empêche qu'au fond de mon cœur, ma passion secrète, ça restera toujours la littérature. Mais qui n'est pas un métier. Mais qui n'est pas un métier. En tout cas, voilà,
pour un certain nombre, c'en est un, mais ils ne sont pas très nombreux. Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure de Saint-Exupéry et du Petit Prince. Et en fait, il y a une image qui s'est imposée à moi, c'était Thomas Pesquet. Alors déjà parce qu'il se trouve que, si je ne me trompe pas, il a dû faire un concours de littérature pour les jeunes de l'espace autour du Petit Prince. Et que, pour le coup, je regrette presque de ne pas vous avoir vus tous les deux ensemble. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que l'association Thomas Pesquet, Patrick Arvor, aurait pu être intéressante. Et je me demandais quel était le regard que vous portiez, puisque lui c'est un explorateur, alors pour le coup vraiment très différent de Saint-Exupéry en termes de moyens techniques et technologiques, mais quel regard vous portez sur le voyage qu'il a fait, sur ce qu'il nous en a, sur ce qu'il nous a apporté de ce voyage, toutes ces photos, tous ces témoignages, et du coup un peu plus largement, puisque Thomas Pesquet est assez investi sur la sauvegarde de la planète. Ce que vous pensez, vous, de l'urgence climatique dans laquelle on est aujourd'hui? Alors bon, d'abord c'est quelqu'un que j'admire. Justement pour la Fondation Saint-Exupéry, ensemble on s'est retrouvés pour remettre un prix, et c'est vrai que c'était formidable cette initiative qu'avait pris la Fondation, que de faire organiser un concours pour les jeunes, c'était les tout jeunes qui pouvaient écrire broder autour du Petit Prince. Donc moi je sais que j'aurais payé vraiment cher pour être à sa place, ou en tout cas avec lui, j'aurais adoré. Mais je pense qu'une fois que j'aurais été en haut, je n'aurais eu qu'une envie, c'est d'aller encore plus loin. C'est-à-dire que ceux qui se sont posés sur la Lune, et ceux qui un jour se poseront sur Mars, j'espère que ça existera, c'est quand même quelque chose de... ça va être terrible, quoi. Ça va être une émotion violente. Et bon, en ce qui me concerne, c'est trop tard, donc je ne serai pas dans ce circuit-là, mais j'aimerais bien. J'aimerais vraiment beaucoup. Non, ce qu'il a vu d'en haut est évidemment impressionnant, parce qu'il a vu essentiellement des zones très éclairées, des autres qui ne l'étaient pas, etc. Et on voit bien ce que ça voulait dire, ces zones éclairées. Ça voulait dire aussi beaucoup sur nos gaspillages d'électricité, de toute autre chose. Et quand je vois les projets du gouvernement brésilien, du nouveau gouvernement brésilien s'agissant de l'Amazone, et quand on sait ce que cette forêt immense nous est utile comme poumon de la planète, d'une partie de la planète, et comment tout peut changer. Là, je reviens il n'y a pas très longtemps du Pérou. Le Pérou, il est assez dépendant d'un courant qui s'appelle El Niño, et ce courant parfois s'inverse. Et tout change à ce moment-là, parce que vous n'avez plus les mêmes poissons, les oiseaux qui les pêchaient ne sont forcément plus là, et donc ces oiseaux ne répandent plus leur petite fiente qui s'appelle le guano de la même manière, et donc ils mettent en péril des tas d'exploitation, et juste parfois des petites familles, simplement des toutes petites familles. Donc ça veut dire beaucoup de choses, sur presque rien, sur un battement d'aile, le fameux battement d'aile du papillon, on le sait, il peut y avoir des tas de répercussions. Donc cette urgence climatique, elle existe. Vous avez vu comme aujourd'hui, elle a été évacuée d'ailleurs à une vitesse invraisemblable avec le débat qui nous occupe. C'est terrible parce qu'on sent que ça monte, on va y arriver, et puis après ça redescend et on oublie très vite. Parce qu'on dit, l'urgence c'est ceci, c'est cela. Mais c'est plus ça. Or, l'urgence, elle est visible. Et même quand vous faites des grandes déclarations, vous faites des grandes COP 21, 22, 23, et que l'objectif de ces conférences, c'est quand même qu'il puisse y avoir 2 degrés de plus sur la planète. Alors on dit oui, mais ça va être pour limiter à 2 degrés. Ça veut dire quand même qu'on accepte notre propre défaite. Parce que 2 degrés là, ça voudra dire siècle d'après, 3, 4, 5, et qu'est-ce qui va se passer?
qu'est-ce qui va se passer en Gironde lorsqu'il y aura 5 degrés de plus? Qu'est-ce qui va se passer pour le vin de Bordeaux? Est-ce que le vin de Bordeaux, il ne va pas être récolté en Angleterre, comme il commence à l'être, etc. Non, mais il y a milliards de choses majeures qui se passent. Alors évidemment, c'est lent. On croit qu'on a le temps, et on met ça sous le tapis. Moi, je pense que non, c'est pas lent, c'est urgent, c'est même grave. Y a-t-il une dernière question? Moi j'en aurais une parce que je vous laisse le temps d'y réfléchir. Vous parliez de vous poser sur Mars, mais en attendant, est-ce que vous êtes parfois tenté, c'est vrai, on n'en a pas parlé, c'est quand même votre querencia, comme on dit dans le pays, est-ce que vous êtes parfois tenté de vous poser beaucoup plus que vous ne le faites déjà en Bretagne? Ah, j'aime énormément la Bretagne. Mon père est breton d'origine. J'ai une petite maison là-bas à Trégastel, dans les côtes d'Armor, sur la côte de Granit Rose. Mais c'est vrai, et on en parlait dans la voiture en venant ici à Saint-Médard, j'ai tendance à faire beaucoup d'infidélité à la Bretagne et en venant assez souvent chez vous, je reconnais. Donc voilà, le bassin d'Arcachon est un endroit que j'aime énormément. J'aime beaucoup la multiplicité des lieux, la possibilité d'être sur l'océan ou sur le bassin, d'avoir voilà, et une forme d'authenticité qui perdure. Mais il y a beaucoup d'autres endroits où je suis très heureux. Me retrouver en Corse, découvrir des mondes. Mais la Bretagne, évidemment, c'est très important. C'est ce qui m'a forgé le caractère et je lui serai toujours indéfectiblement fidèle. Donc, poivre reste d'Arvor. Oui, et comment, plus que jamais. Dernière question. Sinon, je vais vous laisser, parce qu'on a quand même un timing un peu serré, je vais vous laisser à vos lecteurs désireux de se faire dédicacer des livres, bien entendu. Je voudrais, parce qu'on n'a pas dit, je voudrais remercier aussi les équipes de la bibliothèque municipale, enfin la médiathèque municipale de Saint-Garangeal pour leur engagement pérenne, qui ne se dément pas. Puis je voudrais vous donner rendez-vous. Je vois plein de nouvelles têtes ce soir, et puis j'en vois plein qui sont fidèles à ce rendez-vous des conversations au carré. Ça vient très vite en plus, donc ça sera le mercredi, oui c'est ça, le mercredi 6 février prochain. Nous recevrons quelqu'un qui a plein de points communs avec Patrick Poivre d'Arvor, et puis je sais qu'ils se connaissent et je pense qu'ils s'apprécient, puisque nous recevrons Marc Duguin, qui sera notre invité le 6 février prochain. Merci mille et une fois, Patrick Poivre d'Arvor, de votre disponibilité et d'être venu parler trop rapidement sans doute de cet univers si riche qu'est le vôtre. Je rappelle quand même la sortie de ce livre, La vengeance du loup. Remercions Patrick Poivre d'Arvor de nous avoir donné en quelque sorte la première exclusivité ici à Saint-Médard. Très beau livre. Et d'autant plus beau livre qu'il y aura une suite, donc vous engagez dans une long and beautiful friendship, comme on dit à la fin de Casablanca. Merci encore, merci à tous. Rendez-vous le 6 février prochain avec Marc Duguin.